Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 26. Nous sommes jeudi 26 mai 2016 et pendant tout le mois de mai, je réponds à vos questions informatiques de 11h à midi. Donc soyez les bienvenus pour ceux qui arrivent et ceux qui ne sont pas encore là. Je vais juste vérifier que tout fonctionne correctement et que le direct s'est bien lancé convenablement. Donc soyez les bienvenus. Voilà, tout est OK. Parfait. Eh bien, voilà, je vais vous laisser le temps un petit peu d'arriver. Et puis ensuite, on peut commencer quand vous le souhaitez. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore assisté aux demandes à Cédric quotidien et qui souhaiteraient le faire, vous pouvez le faire très simplement en vous rendant sur la page d'accueil de mon site, sur formation informatique avec cédric.fr. Et lorsque vous êtes sur l'accueil du site, ça se passe ici. Il y a un bandeau jaune s'il est entre 11h et midi et que je réponds aux questions. Et sinon, il vous suffit simplement de venir à l'heure adéquate et toutes les informations se trouvent en dessous pour savoir comment y participer, quels sont les prochains rendez-vous, etc. etc. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon site, n'oubliez pas de le faire, formation informatique avec cédric.fr. Dans le bandeau bleu qui se trouve ici, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire et vous aurez accès à un espace membre où vous aurez des vidéos gratuites, un cours thématique sur Gmail, les retransmissions et les retranscriptions des demandes à Cédric et un cours thématique sur Picasa, mais également beaucoup d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et puis, pendant tous les jours du mois de mai, j'essaye de répondre à vos questions informatiques de 11h à midi. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Daniel et bienvenue parmi nous. Bonjour Sacha également. J'ai l'impression qu'au fil du temps, il y a un petit peu moins de questions ou peut-être que vous n'arrivez pas forcément à 11h. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus si vous arrivez maintenant dans ce Demande à Cédric quotidien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis en train de réfléchir si j'avais des choses à vous dire. Pas spécialement. Pas spécialement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous les demandes à Cédric quotidien. S'il reste encore, après aujourd'hui, il restera 4 sessions, 27, 28, 29, 30, 31. 27, 28, 29, 30, 31, 5 sessions. C'est ça, 5 sessions. Donc aujourd'hui, c'est la 6e. Donc, quand vous le souhaitez. Après, si d'ici à 11h10, il n'y a pas eu de questions, on passera à la suite. Je suis en train de réfléchir si je pourrais vous donner des informations intéressantes en attendant. Jérôme, bonjour Cédric, vous montrez souvent votre site, cela pourrait fausser vos statistiques. Jérôme, non, je pense pas. C'est les statistiques, vous savez, c'est pas 3 visites qui font que ça fausse les statistiques. Il y a à peu près 10 000 personnes qui visitent mon site tous les mois, ce qui n'est pas énorme, mais en tout cas, voilà, ce qui est déjà bien. Et ce n'est pas les 3 visites par jour qui vont faire 90 visites qui vont fausser ces statistiques-là. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, Jérôme, il n'y a pas de souci particulier. Je tiens compte des statistiques, mais pas tant que ça. Le plus important étant de savoir que les gens sont satisfaits, de savoir que les gens peuvent avoir des réponses sur le forum. Et donc voilà, c'est ça le plus important pour moi. Les statistiques, c'est important évidemment pour mesurer les conversions, mais ce n'est pas ma priorité. Peut-être ça devrait l'être, ce serait peut-être un peu plus intéressant. En tout cas, voilà, écoutez, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais vous montrer rapidement, je l'ai fait dans les épisodes précédents, mais je vais vous le remontrer. Ah, les questions sont en train d'arriver. Donc finalement, je vous montrerai ça plus tard, ou vous pourrez le vérifier dans les demandes à Cédric quotidien précédents. Bonjour Mathilde, bonjour Cédric. Comment mettre à jour un PC avec Windows 7 vers Windows 10 en créant une machine virtuelle? Faut-il créer une clé bootable? Merci. Alors, comment mettre à jour un PC avec Windows 7 vers Windows 10 ? En fait, il ne faut pas... Enfin, si vous êtes sur Windows 7 et que vous souhaitez passer sur Windows 10, il y a plusieurs solutions. La première, en bas à droite de votre écran, dans la zone de notification, vous devez avoir un petit logo de Windows qui vous propose de passer à Windows 10. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, la seconde solution,
c'est de télécharger l'outil de chez Microsoft pour passer à Windows 10. Donc j'en ai déjà parlé, ça s'appelle Windows Media Tool, peut-être Windows 10, on va regarder ça. Donc avec cet outil, Windows, comment ça s'appelle peut-être Media Tool. Voilà, c'est ici, obtenir Windows 10. Donc, vous avez la possibilité ici, lorsque vous arrivez sur le site, vous tapez dans Google Windows Media Tool et le premier lien qui apparaît, c'est celui-ci, obtenir Windows 10. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de télécharger l'outil en cliquant ici et de lancer la procédure de mise à jour de votre Windows 7 vers Windows 10. Après, si vous voulez passer par une machine virtuelle, c'est un tout autre processus qui va consister à créer une machine virtuelle avec par exemple un Windows 7 que vous installerez dessus. Le problème de tout ça, c'est qu'il faut que vous ayez vos numéros de licence. Parce que si aujourd'hui vous êtes sur Windows 7 et que vous souhaitez migrer ce Windows 7 vers un Windows 10, eh bien dans ce cas-là, il vous suffit simplement de faire la mise à jour. Et une fois que la mise à jour vers Windows 10 sera terminée, les serveurs de Microsoft sauront que vous avez installé Windows 10 avec votre licence Windows 7 et ils auront fait la mise à jour automatiquement. Et ce qui vous permettra, si vous avez le moindre problème, eh bien, de réinstaller Windows de zéro, puisque la première fois, vous êtes obligé, si vous souhaitez faire une mise à jour de Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10, vous êtes obligé de le faire par l'intermédiaire d'une mise à jour. Et une fois que cette mise à jour a été réalisée, les serveurs de Microsoft savent que votre carte mère, c'est-à-dire les composants, on va dire, principaux de votre PC sont migrés vers Windows 10. Et quand vous ferez une réinstallation, eh bien, vous aurez automatiquement, si vous faites une réinstallation de Windows 10, vous serez automatiquement activé, puisque tel est le problème. Si vous passez par une machine virtuelle, la machine virtuelle vous permet juste, entre guillemets, de vous entraîner. Vous ne pourrez pas passer un Windows 7 officiel vers un Windows 10, sauf si vous sacrifiez cette licence Windows 7 vers une licence Windows 10 pour cette machine virtuelle. Voilà, c'était peut-être un petit peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez avoir Windows 10 et que vous avez aujourd'hui Windows 7 pour avoir la mise à jour gratuite jusqu'au 29 juillet 2016, eh bien, si vous faites ça, il faut le faire avec votre Windows 7 officiel. Ne le faites pas avec une machine virtuelle parce qu'il ne considérera pas du tout les mêmes composants et auquel cas l'activation de votre Windows sur les serveurs Microsoft ne se fera pas correctement et vous aurez grillé une licence Windows 7. Donc ne faites pas ça par l'intermédiaire d'une machine virtuelle, sauf si c'est pour vous entraîner, mais dans ce cas-là, ne mettez pas vos numéros de série, sinon ils seront entre guillemets grillés. Voilà, donc Mathilde, si c'est votre PC que vous souhaitez migrer, vous utilisez l'outil et vous n'avez pas besoin de faire une clé bootable. Et si toutefois c'est un autre ordinateur que vous souhaitez mettre à jour, dans ce cas-là, il faut que vous récupériez l'outil Media Creation Tool. Une fois que vous l'avez récupéré, vous téléchargez l'ISO, vous en faites une clé et cette clé sera bootable pour éventuellement un autre ordinateur. Mais assurez-vous bien d'avoir choisi la bonne version de Windows parce qu'en fonction des migrations, ça ne se passera pas de la même façon. Voilà Mathilde, j'espère avoir été suffisamment précise dans ma question. Dans ma réponse en tout cas. Albert, bonjour Albert, bonjour à tous. Cédric, hier en fin d'émission, vous avez donné une adresse d'un forum. Je n'ai pas eu le temps de la noter. Pouvez-vous me la redonner? Alors, je vais vous la redonner, Albert, tout à fait. Sachez que la retransmission d'hier sera disponible aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que hier nous étions le 25, c'était mon anniversaire, et donc une fois que j'ai eu terminé le demande à Cédric, je n'ai pas eu le temps de remettre les choses en ligne, donc ça devrait arriver dans la journée en même temps que celle d'aujourd'hui. Le site que j'avais donné hier, Albert, s'appelle Regener, donc vous pouvez le trouver en tapant sur Google Regener. Et là, vous arriverez sur regener.org et qui est donc l'adresse du site internet de Thierry Casasnova dont j'avais parlé hier en fin d'émission. Je ne vais pas en reparler maintenant, mais vous pourrez regarder la retransmission pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur ce site internet qui est vraiment fantastique, où Thierry parle de la santé comme je parle de l'informatique, c'est-à-dire il vous apprend à être autonome en termes de santé, et pour moi c'est capital, comme en informatique. Voilà Albert, voilà l'adresse, regener.org. Vous cherchez sur YouTube et il ne devrait pas y avoir de problème.
Yvette, bonjour Yvette, bonjour Cédric, bon anniversaire avec retard, j'ai 2 portables XP et Windows 7. Impossible d'être connecté au net, je souhaite récupérer les images sur Sony XP vieux avec Asus Windows 7, comment opérer? Impossible avec Dropbox, avec mes remerciements. Alors, bonjour Yvette, merci pour le bon anniversaire, c'était hier et voilà. Donc, j'ai 2 portables XP et Windows 7, d'accord? Impossible d'être connecté au net. Je souhaite récupérer les images sur Sony XP avec Asus Windows 7. Comment opérer? Impossible, Dropbox avec mes remerciements. Alors Yvette, comment procéder? Eh bien, donc je suppose que votre ordinateur Windows 7 a Internet, je suppose que votre ordinateur Windows XP n'a pas Internet. On va partir de ce postulat, peu importe si c'est ça ou l'inverse. Ce que vous pouvez faire si vous souhaitez transférer vos photos, c'est acheter une clé USB et ensuite mettre vos photos sur la clé USB et ensuite mettre votre clé USB sur l'autre ordinateur, ce qui vous permettra de transférer vos photos de l'un vers l'autre. Voilà, c'est la solution pour moi la plus simple, ce qui vous permettra également d'avoir une sauvegarde de vos photos. Vous pouvez même en faire 2, ça ne mangera pas de pain. Voilà, on n'est toujours jamais assez prudent pour sauvegarder ses photos. Et une clé USB aujourd'hui, ça vaut vraiment pas grand chose. Donc voilà, moi je vous conseille d'acheter une clé USB sur Amazon ou dans une boutique à côté de chez vous et de mettre vos photos sur cette clé et de les transférer vers votre nouvel ordinateur Windows 7. Voilà Yvette, j'espère que cela répond à votre question, puisque comme vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas utiliser Dropbox. Donc de toute façon, la solution de la clé USB, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse pour les personnes qui souhaiteraient faire ça, Dropbox n'est absolument pas quelque chose qui va vous permettre de synchroniser vos photos, parce que vous n'avez que, je crois, je ne sais plus quel est l'espace disponible, de base je crois que c'est 2 gigas, donc c'est très peu pour transférer des photos. Les photos ça pèse vite très lourd, pardon. Et donc voilà, Dropbox c'est surtout une solution de synchronisation pour des fichiers, que ce soit moi par exemple ma comptabilité sur Dropbox, ça me permet de la synchroniser avec mes différents ordinateurs. Voilà, c'est pour des fichiers qui sont de petite taille. Synchroniser vos films, votre musique ou vos photos avec Dropbox, c'est absolument pas une bonne idée. Et entre guillemets, le service montrera rapidement ses limites si vous le faites. Et vous risquez d'être plus ennuyé qu'autre chose. Voilà Yvette. Moi, ce que je ferai, c'est je passerai par clé USB, c'est le plus simple. Kevin. Bonjour Kevin, bonjour Cédric, j'ai une question. Je suis sur Windows 10, un PC fixe, et j'ai ma souris avec fil qui ne fonctionne que presque pendant 1 ou 2 minutes. Le clavier, c'est à peu près pareil, il faut que je le débranche, le PC, le secteur, et le rallumer. Que faire? Je ne sais pas trop quoi vous dire Kevin, vous pouvez regarder du côté de votre alimentation électrique, peut-être qu'elle est un petit peu légère pour alimenter, apparemment c'est un problème avec les ports USB, donc soit il y a eu l'orage et vous avez eu un souci avec votre carte mère, elle a eu du mal à gérer les ports USB, soit vous pouvez réinstaller vos pilotes de ports USB, vous avez Windows 10, a priori, si votre clavier et votre souris ont le même problème, c'est qu'il y a un souci avec les connectiques de ces 2 périphériques. Donc soit ils sont connectés en PS2, et auquel cas il y a peut-être un souci avec le PS2, et dans ce cas-là, le mieux ce serait d'avoir un clavier et une souris en USB. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi tester votre clavier et votre souris sur un autre ordinateur pour vérifier que tout fonctionne correctement, pour vous assurer que ça vient bien de votre ordinateur et non pas ni de votre souris ou de votre clavier. Le fait que les deux aient les mêmes symptômes, ça voudrait plus dire que ça vient de votre PC, puisque sinon, ce serait vraiment pas de chance que les deux soient tombés en panne en même temps. Donc a priori ça vient de votre ordinateur, regardez du côté des ports USB, regardez du côté de la carte mère, donc vous vérifiez quel type de carte mère vous avez avec le logiciel CPU-Z, il devrait vous donner des informations. Donc pour récupérer CPU-Z, vous vous rendez sur internet, lorsque vous êtes sur Google, vous tapez CPU-Z, vous appuyez sur entrée. Vous allez arriver ici sur le site du constructeur cpuid.com, vous cliquez ici. À partir de là, vous allez choisir le téléchargement ici dans la zone rose. Donc on va prendre la version zip en anglais.
qui est ici. Voilà, une fois que vous arrivez sur la page, vous cliquez sur Download Now sur le bouton rose qui se trouve ici. Et une fois que le téléchargement est terminé, il devrait arriver dans votre dossier de téléchargement de votre ordinateur, sauf si vous avez changé celui-ci. Une fois que vous êtes là, vous faites un clic droit, vous choisissez Extraire tout. Dans la fenêtre qui apparaît, vous cliquez sur Extraire. Là, il vient d'extraire les choses. En fonction de la version que vous avez, 32 ou 64 bits, vous exécutez celle qui est la plus appropriée. Vous cliquez 2 fois sur CPU-Z. Et à partir de là, donc vous allez arriver sur cette fenêtre. Voilà, et une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Mainboard et ça vous donnera la référence de votre carte mère. À partir de cette référence, vous vous rendrez sur le site du constructeur, vous chercherez la référence ici pour trouver les pilotes. Vous pouvez mettre à jour les pilotes pour Windows 10, des fois que ça vienne de là. Si le problème persiste, il faudra éventuellement regarder. Vous pouvez, si vous avez d'autres USB, vous pouvez essayer éventuellement de les brancher sur d'autres ports USB. Peut-être que certains ports USB fonctionnent mieux que d'autres. Et sinon, peut-être regarder du côté de votre alimentation électrique, voir si vous pouvez tester avec une autre alimentation électrique. Ou alors voilà, c'est les idées pour l'instant que j'ai en tête. Et si c'est pas un problème matériel et que ça vient de Windows, dans ce cas-là, peut-être il faudra éventuellement envisager une réinstallation ou une réinitialisation, comme le permet Windows. Je ne sais plus exactement à quel endroit, on avait vu ça l'autre jour. Dans le menu démarrer, paramètres, mise à jour et sécurité, et à ce moment-là, vous aviez ici récupération. Et là, donc, vous avez soit réinitialisé ce PC, soit démarrage avancé. Démarrer à partir d'un périphérique ou d'un... Ouais, enfin c'est plutôt réinitialiser ce PC, mais faites attention de bien évidemment avoir fait des sauvegardes avant de réaliser ces manipulations. Enfin voilà, vous pouvez soit regarder du côté matériel dans un premier temps, et une fois que le côté matériel aura été écarté, regarder du côté logiciel, puisque lorsque on fait un diagnostic ou un dépannage, il faut toujours commencer par les choses qui paraissent le plus simples et finir par les choses qui paraissent le plus dures. Donc pour moi, ça me paraît plus simple de tester soit avec une autre alimentation, soit de mettre à jour vos pilotes, soit de tester d'autres ports USB, et la réinstallation de Windows étant la dernière étape à envisager. Voilà Kevin. Voilà, pour la question précédente, est-ce qu'une mise à jour des pilotes peut réparer mes problèmes? En tout cas, ça coûte rien d'essayer, puisque ça fait partie des solutions qui sont les plus simples à mettre en œuvre au lieu de la réinstallation ou du test matériel. Donc c'est la première chose éventuellement à tester. Voilà. Bonjour Dominique, bonjour Cédric. Ouh là là là, j'ai oublié hier de venir vous voir afin de vous souhaiter un bon anniversaire. Mes excuses pour le retard. Aucun souci Dominique, ne vous inquiétez pas. Tout le monde ne m'a pas souhaité mon anniversaire, même dans mes amis. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je ne me formalise pas là-dessus. Les gens qui y ont pensé, c'est super. Les gens qui ont un jour de retard, il n'y a pas de souci. Et voilà, vraiment, c'est une formalité l'anniversaire pour moi. Le Noël, pareil, toutes les fêtes sont des formalités. Pas de souci. Alors, rebonjour, j'ai téléchargé un fichier ISO de Windows 10 Pro en 64 bits. Pourrais-je l'utiliser pour réinstaller Windows 10 au cas où? Absolument, Dominique, c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que le fait de télécharger le fichier ISO de cette version de Windows, donc Windows 10 Pro en version 64 bits, vous permettra, donc grâce à cette ISO, de la transférer sur une clé USB, d'en faire une clé USB bootable avec cette ISO de Windows 10, et ça vous permettra de réinstaller votre Windows. Attention, ça ne vous permettra de réinstaller évidemment un Windows que en version Pro et en version 64 bits. Mais si c'est la version que vous avez aujourd'hui sur votre ordinateur, c'est tout à fait ce que vous avez bien fait de récupérer ça, ça va vous permettre, lorsque vous le souhaiterez, de réinstaller Windows. Après, moi ce que je vous conseille, si par exemple c'est dans un an,
et que l'outil de Microsoft est toujours disponible pour récupérer les ISO, je vous conseille de récupérer à nouveau l'ISO dans un an parce qu'ils auront intégré les mises à jour, ils auront intégré un certain nombre de choses que vous n'aurez pas à faire si vous partez de l'ISO que vous avez récupéré aujourd'hui. Si dans un an vous installez l'ISO d'aujourd'hui, vous allez l'installer et puis vous allez avoir beaucoup de mises à jour, ce qui n'est pas grave en soi, mais ça va prendre du temps. Alors que si vous prenez le temps de récupérer l'ISO à ce moment-là, en théorie, Microsoft aura fait les mises à jour et vous aurez moins de mises à jour à réaliser. Voilà Dominique, espérant avoir répondu à votre question. Marc, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Cédric, je suis sous Windows 10 Family à 64 bits. Pouvez-vous me dire comment ouvrir un fichier GPX? Alors, je ne connais pas ce type de fichier, mais on va regarder à quoi ça correspond. Extension.gpx. Voilà. Alors, ouvrir des fichiers GPX, comment ça marche? Alors, calcul. Alors, vous pouvez vous rendre apparemment sur ce site, calculitinéraire.fr. À cet endroit, statut, vous pourrez choisir ici parcourir. Vous ouvrirez votre fichier GPX ou TCX et vous cliquerez sur afficher la fenêtre principale ou sauvegarder, je ne sais pas. Apparemment, ça doit être un fichier GPS, peut-être. Voilà, peut-être il vous permettra de l'ouvrir directement en ligne. Donc vous pouvez vous rendre sur cette adresse, calculitinéraire.fr. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la page d'accueil? Vous arrivez ici, vous êtes sur la page d'accueil, vous choisissez importer un fichier GPX ou TCX et vous arriverez sur la page précédente, vous choisissez parcourir, vous prenez votre fichier, vous choisissez envoyer et après je suppose qu'il va afficher quelque chose. Apparemment donc les points GPX sont des formats de coordonnées GPS apparemment. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Après je ne sais pas si vous pouvez... il y a apparemment d'autres logiciels, comment ouvrir les fichiers GPX, télécharger GPX éditeur gratuit. Donc ça, je sais pas, je connais pas trop ces adresses, donc je n'irai pas forcément télécharger des choses dessus. Mais voilà, vous avez déjà cette première solution en ligne. J'espère que j'avais partagé mon écran, oui c'est bon. Donc vous avez déjà cette première solution en ligne sur calculitinéraire. Je ne sais plus quoi, mais soit vous le reverrez dans la retransmission. Alors je vais regarder, vu que je l'ai à l'écran. Calculitinéraire.fr. Voilà. Voilà Marc, j'espère que vous pourrez ouvrir votre fichier GPX et que vous pourrez récupérer ce qu'il y a dedans. Alors, rebonjour Cédric, suite à mon portable XP ne fonctionne plus. Alors, mon portable XP ne fonctionne plus, je ne peux y brancher de clé. Ah, oui, en effet, c'est un problème. Alors, dans ce cas-là, il faudra démonter le disque dur. Donc, si vous avez un PC portable, il doit bien exister des vidéos sur YouTube pour apprendre à démonter un disque dur. Donc, vous vous rendez sur YouTube. Vous regardez démonter un ordinateur portable. Voilà, vous allez avoir des vidéos. Démonter disque dur, ordinateur portable. Alors, en fonction de est-ce que j'ai partagé mon écran? Non, bien sûr. Alors, donc, vous vous rendez sur YouTube, vous tapez par exemple démonter un disque dur ordinateur portable, et là, vous allez avoir une vidéo. Donc, en fonction des modèles d'ordinateur portable, il y a plus ou moins de vis à enlever sur la trappe arrière. Si je tape trappe arrière ordinateur portable, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, par exemple, celui-ci. Vous voyez ici, en fonction du modèle, il y a plus ou moins de vis à enlever. Et si, voilà, si vous avez une trappe dédiée, ça peut être possible, juste une trappe qui vous permet, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça.
par exemple sur celui-ci, voilà, sur celui-ci, sur ce portable, vous voyez, il y avait une trappe ici que la personne a enlevée, et là, elle va pouvoir enlever son disque dur. Une fois que vous avez enlevé votre disque dur, il vous faudra un boîtier externe que vous pouvez trouver sur Amazon, je pense. Amazon. Boîtier nu externe. Alors, le mieux serait quand même... Oh là, ça n'a pas l'air d'être... boîtier disque dur. Alors, j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait être pratique à utiliser. Boîtier disque dur. On va mettre externe. Voilà. Ah voilà, c'est ça qu'on va chercher. On va chercher dock. D-O-C-K. Voilà. Et à partir de là, donc, il vous faudra trouver un peu l'équivalent de ça, c'est-à-dire un boîtier qui va vous permettre de brancher votre disque dur. Donc ici, soit un disque dur 2,5 pouces, soit un disque dur 3,5 pouces. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Est-ce qu'on peut le voir en plus grand? Apparemment pas, je pense que si. Non, bon, c'est pas beaucoup plus grand. Voilà, donc c'est un boîtier que vous achetez, que vous reliez à votre ordinateur et vous allez pouvoir mettre soit votre petit disque dur, si c'est un disque dur de portable, soit un grand disque dur, si c'est un disque dur de tour. Et à partir de là, une fois que vous l'avez branché, eh bien, vous pourrez lire les informations qui se trouvent dessus. Ensuite, vous vous rendrez dans votre dossier utilisateur, puis dans votre dossier image, et ça vous permettra, comme si vous aviez une clé USB, eh bien, de récupérer vos informations. Voilà Yvette, j'espère avoir été suffisamment clair par rapport à l'explication. Alors, bonjour Solange, bonjour Cédric, passez une bonne journée. Merci Solange, à vous également, bonne journée, j'espère que vous avez beau temps, ici il fait un temps magnifique. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais c'est vrai. Alors, Marc, rebonjour, merci pour votre réponse, fantastique. Alors, Guy Tounet, Marie-France, pardon. Bonjour Marie-France, rebonjour. Alors, Cédric, quel disque dur SSD vous pouvez me conseiller, fiable, performance supérieure à 250 Go? Merci par avance de votre réponse. Alors, ma spécialité, c'est pas forcément le matériel. Néanmoins, je vais aller regarder dans ma Bible, qui est donc soit le magazine Hardware Magazine ou PC Update, je vais revenir. Et à partir de là, je vais vous donner leurs composants de référence parce qu'ils ont des composants de référence tous les mois. Donc je vais voir ce qu'ils recommandent comme SSD, si toutefois ils en recommandent, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Ça me paraît surprenant qu'ils ne recommandent pas des disques durs. Ils le faisaient avant. Parce que ce à quoi vous devez faire attention, c'est qu'il existe beaucoup de modèles différents. Et du coup, il me semblait qu'il y aurait... Ah voilà, les disques durs, parfait. Alors, en SSD... Alors, en SSD, il recommande... Alors, soit le Samsung 850 Evo... Donc ça, c'est le disque dur bon marché. Et le top performance, c'est le Samsung 950 Pro. On va regarder sur Amazon rapidement pour voir. Alors, on va partager l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit. Donc Samsung 850 Evo. Voilà. Donc, on va choisir une livraison premium pour être sûr qu'on sera bien livré. Donc, vous avez ici différentes tailles. Donc, celui-ci fait 250 Go. Et après, si vous voulez au-dessus de 250 Go, vous avez celui-ci, Samsung Evo 850, en 500 Go, qui fait 138 €. Donc, ça, c'est les bons marchés, c'est-à-dire les bons rapports qualité-prix. Et après, donc
En alternative, si vous voulez pas Samsung, il y a Crucial MX. Crucial MX 200. Voilà. Alors là, en SSD, voilà. Donc en 500 Go, il est à 146 €. Voilà. Donc ça, ce sont les alternatives au Samsung que l'on a vu tout à l'heure. Et sinon, en top performance, il y a donc le Samsung 950 Pro. Et là, à mon avis, ça va pas être les mêmes prix. Donc ça, c'est le 256, il est à 120 €. Et le 1 Tera est à 400 €, ça pique. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas de version 500. Peut-être en cliquant, voilà. Donc en cliquant sur celui-ci, par exemple, vous avez les différentes versions. Donc ça, c'est la version top performance, donc du... Ah, mais c'est pas le 950, ça. C'est le 850. Alors, est-ce qu'il y a le 950? Non, il n'y a pas le 950. Alors, peut-être qu'il parlait en... Peut-être que le 950, c'est la version mSATA en clipsable. Donc, à ce moment-là, c'est le 850 Pro, je suppose, qui est en 2,5 pouces. Et à ce moment-là, vous voyez les prix, quoi, en fonction. Donc, le 128 Go fait 90 €. Le 250, 120 €. Le 512, 214. 414 pour le 1 Tera. 846 pour le 2 Tera. Voilà, on est quand même sur des prix assez impressionnants. Quoi qu'il en soit, voilà les composants de référence. Donc voilà ce que Hardware Magazine ou PC Update vous recommande. Ce sera certainement la meilleure recommandation, plus que la mienne, puisque voilà, eux ils testent le matériel et ils font ce genre de choses. Voilà, Marie-France, j'espère avoir répondu à votre question. Merci Cédric, j'ai bien compris, bonne journée. Formidable Yvette, et bien si vous avez bien compris, c'est super. Allez, je vais prendre une question de Pierre, il me semble que je n'ai pas encore répondu à Pierre. Bonjour Pierre, bonjour Cédric, j'aimerais donner un conseil à tous ceux qui suivent ce direct. Moi j'ai téléchargé PDF Creator via Ninit, je n'ai eu aucun problème. Or, lors de l'installation, alors je vous conseille cela. Bonne journée. Alors tout à fait Pierre, merci pour cette précision. C'est vrai que l'installation de PDF Creator a posé certains problèmes à des gens sur le forum parce que maintenant, quand on le récupère, il y a des logiciels malveillants, c'est un peu pénible. Voilà, il est détecté comme un virus. Moi, il a fait planter mon ordinateur la dernière fois. Et je ne sais plus qui avait conseillé pour les gens qui ont Windows 10 d'utiliser Print to PDF, qui est un peu l'équivalent de PDF Creator. Maintenant, si vous voulez PDF Creator, ce qui est voilà, tout à fait compréhensible, moi je l'ai installé aussi, vous pouvez passer par Ninit comme le suggère tout à fait Pierre. Merci Pierre pour ce conseil. Allez, Kevin, que choisir pour mettre à jour ses pilotes? Le PC me demande recherche automatique ou recherche sur le PC. Que faire? Enfin, que choisir pour mettre à jour mes pilotes? Alors Kevin, je vous l'ai montré tout à l'heure, il faut que vous téléchargiez le logiciel CPU-Z qui va vous donner des informations sur votre carte mère. Une fois que vous avez ces informations sur votre carte mère, vous vous rendez sur le site du constructeur, vous recherchez la référence et à partir de là, vous trouverez les pilotes. Je vais vous montrer comment ça se passe pour moi vu qu'on a un petit peu de temps et qu'il n'y a pas trop de questions. Donc je vais retourner dans les téléchargements, je vais relancer CPU-Z, la version 64. Donc ma carte mère c'est une Gigabyte, donc je vais me rendre sur le site de Gigabyte en tapant support Gigabyte. Voilà, je vais arriver ici sur Gigabyte support téléchargement. À partir de là, je vais rentrer le modèle de ma carte. Donc c'est une Z77X. Ah, je peux pas le saisir, bon c'est pas grave. Donc je vais taper Z77X, Z77X-UP7. Voilà. Ensuite je clique sur Search. Et là, il a trouvé donc ma carte mère qui se trouve ici. Je vais pouvoir choisir Driver.
Donc en fonction de votre constructeur, vous pouvez éventuellement rechercher la version française. Vous allez choisir le type de téléchargement que vous souhaitez. Donc moi ici, ce sont des drivers que je souhaite. Je choisis mon OS, je suis en Windows 10 64 bits. Et là, les pilotes vont apparaître. Donc à cet endroit, vous pourrez récupérer donc, vos pilotes USB ou alors les pilotes les pilotes du chipset, pardon, je vais y arriver, qui sont ici. Donc pour moi, je récupère ces deux pilotes, je les réinstalle en espérant voilà, que ça corrige mon problème d'USB. Les pilotes du chipset, puisque c'est lui qui contrôle les USB, si je ne me trompe pas. Voilà, Kevin, voilà comment je procéderai. Marie-France, bonjour Cédric, peut-on faire fonctionner deux systèmes d'exploitation sur un même PC? Exemple, Windows 7 64 bits sur un disque dur et sur un autre Windows 10 avec la mise à jour de Windows 7 vers Windows 10. Alors c'est une bonne question Marie-France, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. J'aurais tendance à dire que non, puisque sur les serveurs de Microsoft, en théorie, votre mise à jour ils doivent désactiver votre clé de Windows 7 pour activer votre Windows 10. Je serais tenté de penser que ça se passe comme ça. Néanmoins, je n'ai pas fait de test, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionnerait ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est installer votre Windows 7, faire une mise à jour vers votre Windows 10 pour avoir la mise à jour activée, et ensuite installer votre Windows 10 sur un premier disque dur, par exemple, ou sur une première partition. Faut que c'est pas une bonne idée parce que quand on veut faire un multiboot, il vaut mieux partir du système le plus ancien, donc commencer par l'installation de Windows 7 puis ensuite de Windows 10. Mais voilà, disons qu'il vaut mieux que votre clé Windows 10 soit activée plutôt que votre clé Windows 7. Voilà, je ne saurais pas vous répondre par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, le mieux ce sera que vous fassiez l'essai. J'essaie de réfléchir dans quel... Enfin, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire un multiboot, vous n'avez pas le choix. Il faut d'abord installer un Windows 7, enfin votre Windows 7 avec votre licence. Une fois que vous avez fait ça, il faut faire votre mise à jour vers Windows 10 pour que votre Windows 10 soit activé. Ensuite, il faut réinstaller le Windows 7 et ensuite réinstaller le Windows 10 sur une partition différente si vous souhaitez créer un multiboot. Si vous le faites sur deux disques durs différents, ça reviendra à peu près au même. Vu que deux partitions ou deux disques durs, ça revient au même pour l'installation. Et après, vous pouvez aussi utiliser un petit boîtier, comme j'en avais parlé dans un demande à Cédric, qui vous permet en fait de décider si vous voulez que quel disque soit allumé. Et en théorie, j'espère que ça va fonctionner parce que je l'ai pris pour ça pour moi, mais à bien y réfléchir, c'est pas forcément 100% sûr que ça fonctionne. Après, il démarrera sur l'un ou sur l'autre. Mais répondre à cette question, je ne sais pas, je n'en ai pas fait le test, Marie-France, en théorie, je ne pense pas. Voilà. En tout cas, légalement, vous n'avez pas le droit de le faire puisque c'est une mise à jour et donc votre ancien système n'est plus censé être installé ailleurs. Malgré tout, ça peut peut-être fonctionner. Voilà Marie-France. Tania, bonjour Tania. Bonjour Cédric, au sujet du partage de votre écran, tous les membres vont se cotiser pour vous payer ce voyant lumineux. Bonne journée et à demain. Alors malheureusement, ça n'existe pas ce voyant lumineux pour savoir si ça marche ou pas. Et puis en plus, comme il reste plus que 6 jours de demande à Cédric quotidien, on va faire avec. Mais en tout cas, c'est amusant. Mais ce voyant n'existe pas. Lucien. Bonjour Lucien, bonjour Cédric, bonjour à tous, toujours en forme, bravo pour la performance et votre courage, j'espère que la mer était bonne, passez une bonne journée et encore merci pour toutes les aides que vous nous apportez. Merci beaucoup Lucien, finalement je ne suis pas allé à la mer parce que après la sieste j'étais un peu fatigué, c'est un peu dommage d'être fatigué après la sieste. Je voulais aller à la mer la plus proche qui est les Saintes-Maries de la Mer et quand j'ai regardé sur internet j'ai vu que c'était la période où les gitans se retrouvaient tous là-bas et comme je voulais être un peu tranquille sur la plage je me suis dit que c'était pas le meilleur endroit et finalement je suis allé au cinéma. Voilà Lucien, merci à vous d'être là souvent, tous les jours finalement ça se fait, hein, c'est une habitude, au départ on pense que c'est dur et puis finalement on le fait et puis voilà. Bon après je vous cache pas que le fait que l'échéance du mois de mai se termine donc ça me
Je suis content aussi parce que ça va me permettre de faire autre chose. Avec les demandes à série quotidien, c'est vrai que c'était un petit peu voilà, un rendez-vous tous les jours. On peut pas. Enfin, j'aurais pu le manquer évidemment, mais comme que je m'étais fixé cet objectif, voilà, je voulais m'y tenir. J'ai réussi pour l'instant jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'impair, même le jour de mon anniversaire, même le 1er mai, un dimanche 1er mai. Donc voilà, finalement, ça se fait. C'est aussi grâce à vous que c'est sympa parce que voilà, bah, tout le monde est sympa, c'est la bonne ambiance. Donc finalement, c'est pas si dur, c'est pas aussi dur que je pensais que ce serait. J'avais dit que je le ferais au mois de juin, mais non, je ne vais pas le faire au mois de juin parce qu'au mois de juin, il faut que j'avance sur les formations pour les membres mini, actifs et plus. Et puis voilà, mois de juillet, août, je ferai une pause sur les vidéos, sur les demandes à Cédric, même pour les membres plus. Je passerai de temps en temps évidemment sur le forum, mais beaucoup moins. Je pense que je vais prendre 3 semaines sans rien faire du tout, enfin sans venir sur le forum. Tout ça, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer pour tous les personnes qui sont membres. Mais voilà, je vais faire une grande pause là parce que je suis un peu fatigué. Cette nouvelle saison entre l'installation sur Avignon, l'installation du site internet, le fait d'être passé à plein temps, voilà, ça a été assez fatigant. Donc pour l'instant, je ne ferai pas de demande à Cédric quotidien au mois de juin comme il avait été envisagé. En tout cas, merci d'avoir été présent, Lucien, pendant tous ces demandes à Cédric quotidien. Pierre, Cédric, comment regarder la télé sous Windows 10 ? Alors, comment regarder la télé sous Windows 10 ? Déjà, il faut que vous ayez un fournisseur d'accès avec lequel vous ayez un abonnement télé. Si par exemple vous êtes chez Orange, vous devez avoir ça. Si vous êtes chez Free, vous devez avoir ça. Et auquel cas, vous pouvez installer un logiciel qui s'appelle ADSL TV. Donc là, je vais partager mon écran, je vais vous montrer ça. ADSL TV, voilà, c'est un programme que vous allez pouvoir télécharger directement sur le site adsltv.org. Cliquez ici pour télécharger gratuitement ADSL TV, vous cliquez ici. Et à partir de là, à nouveau, vous cliquez ici. Alors, il faut que vous ayez au moins VLC d'installer, donc il faudra également installer VLC. Donc là, le programme est en train de s'installer, de se télécharger, pardon. Il va arriver dans mon dossier téléchargement. Je vais cliquer 2 fois dessus, je vais le lancer. Donc sur setup ADSL TV.exe. Là, le programme se lance. Donc ici, on va cliquer sur suivant. Ensuite, vous cliquez sur oui, j'accepte les termes de la licence. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, ici, sélectionnez les composants installés. On va laisser éventuellement tout ça par défaut. On va cliquer sur suivant. Ici, je clique sur suivant à nouveau. Je clique sur suivant. Et là, l'installation va se terminer. Alors, il me dit qu'il y a un conflit. La version du fichier à copier est plus ancienne que celle du fichier présent sur votre ordinateur. Alors, je vais choisir oui à tous. Puisque des bibliothèques sont plus récentes que celles qu'il veut m'installer, autant conserver les plus récentes. Voilà, une fois que vous êtes arrivé ici, vous pouvez choisir lancer ADSL TV, qui devrait se lancer quelque part sur mon autre écran, voilà. Et là, à partir de là, eh bien, en fonction de votre fournisseur, vous allez pouvoir cocher ou non l'option que vous avez. Si par exemple vous êtes chez Orange, j'ai l'impression qu'il ne prend pas en compte les télés d'Orange. Ça n'a l'air de fonctionner qu'avec Bouygues, Alice et Free. Donc dans ce cas-là, si vous êtes chez Free, ce que je vous souhaite, vous cochez Free. Donc il va vous demander est-ce que vous êtes chez Free, vous mettez oui. Moi je vais mettre non puisque je ne suis pas chez Free. Et vous pouvez ajouter si vous le souhaitez d'autres choses, par exemple les web télé, les webcams, les shootcasts, les émissions, les podcasts. Voilà, et cliquez sur OK. Ensuite il y a l'assistant de configuration de votre connexion, vous choisissez OK. Assistant connexion du réseau, vous cliquez OK. Et là, vous arrivez donc sur cette page, vous choisissez le thème que vous souhaitez. Donc voilà, dark, défaut, grey, etc. Donc celui qui vous convient le mieux. On va prendre celui-là. Je vais cliquer sur OK. Assistant de configuration télé, vous n'avez rien à mettre. Vous cliquez simplement sur OK.
Et là, le programme va se lancer. Il est en train de le faire en arrière-plan chez moi. Le voilà. Et donc à partir de là, je vais avoir la possibilité donc de regarder les différentes chaînes qui se trouvent ici. Donc là, il y a un certain nombre de chaînes en fonction de ce que j'ai coché initialement. Et vous, si vous avez un abonnement, eh bien vous aurez la possibilité d'avoir les chaînes de votre abonnement. Donc ici, je clique sur iTélé, par exemple, 2 fois si je veux avoir iTélé, et ADSL va le lancer. Et si je veux passer en plein écran, je clique 2 fois sur l'écran qui se trouve ici, et je passerai en mode plein écran. J'espère que ça ne va pas faire planter ma connexion, tout ça. Je vais fermer le logiciel tant que je peux. L'enregistrement est encore là, j'espère que vous aussi. Je vais arrêter le partage d'écran. Bon, le logiciel a planté, donc je vais le fermer. Voilà, c'est bon. Allez, j'espère que tout est OK de notre côté. Pourquoi j'ai plus de son qui est enregistré ici? J'espère que c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de son. Bon, enfin, j'espère que tout est OK, parce que je n'ai pas l'air d'avoir enregistré le son ici, là. Mince. Bon, eh bien, voilà. Bon, peut-être que la retransmission sera sans le son. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà comment vous pouvez faire, Pierre, pour regarder la télé. Alors, Lucien, c'est bien mérité et avec un peu de chance, vous verrez la mer. Ah oui, ça c'est sûr que je vais la voir à un moment ou un autre cet été. Tout à fait. Allez, Mickey. Bonjour Mickey, bonjour Cédric. Depuis ce matin, j'ai un PC neuf sous Windows 10. Comment mettre mon avatar et mot de passe à l'ouverture du PC? Alors, Mickey, vous allez vous rendre, je vais partager mon écran. Vous allez cliquer sur le menu démarrer, vous allez cliquer sur, alors attendez que je m'assure que c'est bien ça, pas du tout. Vous allez cliquer sur le menu démarrer, vous allez choisir paramètres. À partir de ce moment-là, vous allez choisir compte. Et là, donc en fonction, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous êtes sur un compte local, soit vous êtes sur un compte Microsoft. Si vous avez un compte Microsoft, c'est-à-dire un compte de type Hotmail, Outlook, Live, ce genre de choses, vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien l'intégrer à Windows 10. Et comme ça, il synchronisera vos paramètres. Il faudra donc mettre votre adresse email et le mot de passe de cette adresse email lorsque vous consultez vos messages ou que vous vous connectez avec votre compte. Microsoft, je vais y arriver. Donc, si ici, quand vous allez dans compte, vous voyez une adresse email, ça veut dire que vous êtes déjà connecté avec un compte Microsoft. S'il y a marqué compte local, c'est que vous n'êtes pas connecté avec un compte Microsoft. Donc, soit vous ajoutez un mot de passe dans les options de connexion, me semble-t-il, mot de passe. Là, je ne peux pas vous montrer vraiment parce que, eh bien, tout simplement, moi, je suis connecté avec mon compte Microsoft. Donc, je ne peux pas vous montrer comment ça se passe, mais c'est à cet endroit-là. Et là, vous pourrez changer votre avatar si vous le souhaitez, en choisissant parcourir et en modifiant votre photo. Je vais y arriver. Un petit peu dur, là. Voilà. Mickey, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait, Lucien, le son est OK, mais par contre, dans la retransmission, il risque de ne pas être OK parce que je m'aperçois que je n'ai pas le bon... Enfin bref, c'est pas grave. OK, Pierre, je vous vois. Oui, ça pas de souci pour maintenant. Alors, Max, bonjour Cédric. Quels sont les risques quand on a des coupures de courant sur les pertes de données ou sur l'ordinateur lui-même? Alors là, Max, c'est totalement aléatoire. Ça va dépendre du moment où la coupure de courant intervient. Bon, alors déjà, si vous avez des coupures de courant souvent, je vous conseille d'investir dans un onduleur parce que c'est très mauvais pour l'ordinateur qu'il y ait des coupures de courant. Alors, avec Windows 7, avec Windows 8, avec Windows 10, c'était un peu moins problématique qu'avec les anciennes versions des systèmes. Parce que moi, quand j'étais sur Windows 95, sur Windows Millennium, quand il y avait une coupure de courant, j'étais presque sûr que mon système, il fallait que je le réinstalle. Donc maintenant, c'est un petit peu plus stabilisé.
Si vous avez beaucoup de coupures de courant, il faut vraiment investir dans un onduleur parce que sinon, ça, à un moment ou à un autre, ça va poser problème. C'est jamais bon. Ça va créer des problèmes sur l'utilisation courante, sur les ralentissements, sur un certain nombre de choses. Et puis, c'est pas bon du tout pour les périphériques qui ne se coupent pas de façon correcte. Donc après, il y a des moments critiques où il vaut mieux pas qu'il y ait des coupures de courant. C'est quand vous allumez votre ordinateur ou quand vous l'éteignez. Surtout quand vous l'éteignez, parce que quand vous l'éteignez, eh bien, il enregistre les paramètres, les choses, les différentes choses, ou les mises à jour, ou ce genre de choses. Donc si vous avez une coupure de courant à ce moment-là, la plupart des systèmes seront capables de réparer, de voir qu'il y a une coupure de courant, de voir à quel moment c'était, mais c'est jamais un bon moment quand on allume ou quand on éteint l'ordinateur. Ce n'est pas un bon moment non plus quand vous êtes en train d'enregistrer un fichier. Vous avez créé un document Word, vous êtes en train de l'enregistrer, il y a une coupure de courant. Bon, vous pouvez être quasiment sûr que votre fichier doc, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour couper. Après, quand l'ordinateur est en train de faire des indexations, en train de faire ce genre de choses, c'est moins grave que quand vous êtes en train de faire une sauvegarde, j'en sais rien moi, d'un fichier Photoshop ou ce genre de choses. Vous avez compris le principe. Mais en tout cas, si vous avez souvent des coupures de courant, Max, vous pouvez vous rapprocher de votre de EDF pour leur dire que vous avez ce type de coupure pour qu'ils puissent voir d'où ça vient, si votre compteur est suffisamment dimensionné ou si voilà, il n'y a pas des problèmes électriques là où vous habitez, que ce soit dans votre immeuble, dans votre maison. Et après, un onduleur, c'est la meilleure solution, puisque quand il y a une coupure de courant, eh bien, votre onduleur vous permet d'éteindre proprement votre PC avant que la coupure soit... avant que la batterie de votre onduleur ne soit terminée. Pensez à bien brancher sur votre onduleur votre ordinateur et aussi votre écran, parce que si pendant la coupure de courant vous avez branché juste votre ordinateur, vous n'aurez plus votre écran pour éteindre celui-ci. Donc voilà, pensez à brancher donc les périphériques qui sont sur l'onduleur, que ce soit vos disques externes, que ce soit votre tour ou votre PC. Bon, l'avantage d'un PC, c'est que d'un portable, pardon, c'est qu'il a une batterie, donc ça joue le rôle d'onduleur. Quand il y a la coupure de courant, vous pouvez éteindre votre ordinateur proprement puisqu'il est encore sur la batterie. Voilà Max, les risques sont pas terribles, c'est pas terrible non plus pour le matériel d'avoir ces coupures de courant, parce que il peut aussi y avoir des sous-tensions, des surtensions qui peuvent à la longue endommager le matériel. Voilà. Merci pour votre dévouement, Mickey. Et merci à vous d'avoir été présente pendant ces demandes à Cédric quotidien. J'espère avoir répondu au mieux à toutes les questions qui ont été posées. Parfois, je n'ai pas pu répondre, mais je ne m'attendais pas à répondre à toutes les questions. Évidemment, l'informatique est vaste, les questions, le champ de questions peut être important. Donc j'espère que j'en ai aidé un maximum, que j'ai aidé un maximum de personnes. En tout cas, merci d'avoir été présent. Et voilà, on est encore aujourd'hui 31, 26 jours après, j'ai envie de dire. Donc merci à vous pour votre fidélité et puis pour le suivi. Alors, comment faire pour modifier le nom de sa chaîne YouTube ? C'est une bonne question, Kevin. Je ne sais pas si c'est possible. Si, ça doit l'être. Ça doit l'être. On va regarder avec ce compte-là parce que j'ai pas envie de... Alors, connexion... Je me rappelle plus de l'adresse. Bon, je vais regarder rapidement. De toute façon, j'avais pas partagé mon écran. Je vais regarder rapidement dans mes mots de passe. Puisque je ne me souviens plus de mon mot de passe, il faut que j'aille le récupérer. Alors, j'espère que je vais le trouver facilement. Oh là 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 là, n'importe quoi. Oh là là, n'importe quoi. Alors... je vais saisir tout ça ici. Alors, allons-y. Donc ici, si je me rends sur YouTube... Alors, comment est-ce que je peux changer le nom de ma chaîne YouTube ?
Est-ce que dans les paramètres YouTube, j'ai quelque chose? Alors, créer une chaîne. Ah, peut-être j'avais affiché les formations, les fonctionnalités supplémentaires. Le mieux, ça va être de regarder sur Internet, je pense. Options avancées. Intéressant ça. Alors voilà, c'est à cet endroit-là. Donc il faut que vous vous rendiez sur l'accueil de Google ou de YouTube. Pardon, YouTube. Vous cliquez sur votre avatar, vous cliquez ici sur paramètres YouTube dans la roue crantée. Ensuite, vous allez dans chaîne, options avancées. Et là, vous pourrez modifier ici. En cliquant sur modifier, modifier le nom de la chaîne. Donc vous cliquez sur modifier. Et là, à cet endroit-là, je suppose que vous aurez la possibilité de modifier puisque ça a l'air d'être ici, mais alors ça va également modifier votre Google+. Alors, on va faire autrement. Modifier nom chaîne YouTube. Voilà, le plus simple, vous faites modifier le nom de la chaîne YouTube. Il y a l'air d'avoir une vidéo ici. Comment changer le nom de la chaîne YouTube 2015. Je suppose que ça doit... Est-ce que j'ai partagé mon écran? Je suppose. Enfin, regardez, le plus simple, c'est que vous regardiez cette vidéo. Comment changer le nom de sa chaîne sur YouTube 2015. Vous pouvez faire une recherche comme ça dans YouTube et vous arriverez directement sur la vidéo qui vous explique comment changer le nom de votre chaîne. Je pense que je n'étais pas loin d'y arriver, mais ce sera le plus simple pour vous de le faire. Voilà Kevin. Alors, est-ce que la personne qui est membre actif peut par moment, pas tous les 4 matins, vous poser des questions, informations par mail et vous y répondiez? Pas du tout. Je ne réponds à aucune question, Kevin, sauf les questions techniques, c'est-à-dire je n'arrive pas à me connecter à mon compte, j'ai perdu mon mot de passe, même s'il y a une rubrique d'aide qui est disponible. Seuls les membres plus peuvent me poser des questions, puisque voilà, c'est un des avantages d'être membre plus. Les membres actifs sont autonomes, ou comme les membres mini, ils ont accès aux formations qu'ils ont droit en fonction de leur statut, mais personne ne me pose de questions. Enfin, vous pouvez me poser des questions, mais je les mets directement à la corbeille, puisque je n'ai pas le temps, malheureusement, de répondre à toutes les questions qui me sont posées à longueur de journée. Donc non, Kevin, la réponse est non. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs en vous disant souscrivez un statut membre actif et je répondrai à vos questions. Ce ne sera absolument pas le cas. Et pareil, il n'y aura pas de demande à Cédric pour les membres actifs ni pour les membres mini. Il n'y aura pas de demande à Cédric ni quotidien ni tout ça. Là, c'était vraiment exceptionnel pour le mois de mai. Et il y aura des demandes à Cédric, comme je l'avais indiqué, pour les membres plus. Mais là, j'en parlerai pour les membres plus. Mais la réponse est non, Kevin. Mais c'est bien que vous puissiez me poser la question, comme ça au moins vous savez où vous vous engagez. Voilà, et donc comme je viens de dire, les demandes à Cédric, peut-être éventuellement l'année prochaine, au mois de mai, je retenterai l'expérience, peut-être, mais c'est absolument pas sûr. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ce n'est pas prévu que je fasse ça. Peut-être ça peut changer à la rentrée, ça va dépendre en fonction de ce que je fais. Si je crée des partenariats avec des gens pour m'aider, j'en sais rien, j'ai des petites idées, mais je ne sais pas si je vais les mettre en place. En tout cas, ne partez pas sur le principe que ça va se faire parce que ce n'est pas prévu pour l'instant. Voilà, en revanche, en tant que membre mini et membre actif, vous aurez accès aux retransmissions et aux retranscriptions. Voilà, des gens qui ont posé leurs questions. Voilà Kevin. Lucien, l'écran n'est pas partagé pour Avatar YouTube. Ah, pour Avatar YouTube. D'accord, merci Lucien. Alors, je vais repartager mon écran. Merci. Il me semble que j'avais partagé, mais bon. Alors, vous tapez changer nom de chaîne YouTube. Voilà, et vous tomberez. Vous avez même un tuto 2016
pour changer le nom de sa chaîne. Ça dure 1 minute, donc c'est très rapide. Il vous montrera comment faire. Voilà. Merci Lucien. Eh bien, merci Kevin, c'est gentil, merci à vous. Merci d'avoir été présent pendant tous ces demandes à Cédric. J'espère, comme je le disais, avoir aidé un maximum de personnes. Il est 11h, midi moins 5, pardon. On va s'arrêter là aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de questions. Merci à toutes et tous d'avoir été présents encore une fois jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 26 mai. Il reste encore donc 6 sessions, si j'ai bien compris. Donc 27, 28, 29, 30, 31, 5 sessions. Donc 5 sessions pendant lesquelles vous pourrez me poser vos questions. N'hésitez pas à en parler à vos amis parce qu'après ce sera terminé. Et puis voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire si ce n'est pas encore déjà fait. Donc sur l'accueil du site formation informatique avec cédric.fr. C'est totalement gratuit pour vous inscrire. Vous devenez membre. Vous avez accès à pas mal de contenus gratuits que je vous offre. Et ensuite, eh bien, si vous avez envie d'aller plus loin, une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès à votre espace membre. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pourrez souscrire, si vous le souhaitez, une connexion membre mini, membre actif ou membre plus. Vous pouvez le faire dans connexion devenir membre. Et à partir de là, eh bien, vous aurez tout le descriptif de qui fait quoi, les prix et en dessous de découvrir tout ce que vous aurez comme formation et en fonction de votre niveau. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site formation informatique avec cédric.fr et puis à partir de là, eh bien, vous aurez accès aux formations gratuites. Donc pour l'inscription, ça se passe ici. Et une fois que vous serez inscrit, si vous souhaitez aller plus loin, c'est totalement facultatif. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez participer financièrement et avoir accès à d'autres formations. Voilà, bonne journée à vous, me dit Kevin. Bonne journée à vous aussi, Kevin. C'est pas que je vais... Si, c'est vrai, je vais finir en avance. 3 minutes en avance, ce sera pour les fois où j'ai fini une demi-heure en retard. Mais en tout cas, pas de souci. Merci d'avoir été présent et présente. Merci pour votre fidélité. Bonjour Cédric, comment adhérer aux membres actifs et par la suite passer aux membres plus et comment faire le paiement sans le faire par Internet? Alors malheureusement, il n'y a aucune possibilité à part Internet de le faire pour la bonne et simple raison que je passe par PayPal qui permet d'automatiser tout ce qui est logistique, c'est-à-dire dès lors où vous allez vous inscrire donc comme membre, après ça c'est gratuit, après si vous souhaitez passer membre mini, membre actif ou membre plus, eh bien vous avez la possibilité de le faire par l'intermédiaire de PayPal en cliquant sur les boutons à approprier. Là, une fois que vous avez réalisé votre paiement, eh bien, la machine se met en place, ça vous envoie un mail, ça vous demande de créer votre espace membre pour que vous puissiez avoir accès aux formations en fonction de ce que vous avez acheté. Bref, tout est automatisé parce que sinon, je ne peux pas prendre les paiements par chèque parce que sinon le chèque arrive, il faut que ce soit moi qui crée le compte, ensuite il faut que j'aille le mettre à la banque, ensuite il faut que voilà. Donc c'est une logistique que j'ai abandonnée, que je faisais avant, on pouvait payer par chèque mais maintenant c'est plus possible. Et surtout si vous êtes membre plus, c'est donc un paiement mensuel. Je ne peux pas m'en sortir avec gérer la logistique de faire tout ça. Donc j'ai abandonné le système, même si je dois certainement perdre quelques abonnements, mais tant pis, c'est le prix à payer pour ne pas avoir 50 000 choses à faire, en plus des 50 000 autres que j'ai à faire dans la journée. Donc le paiement se fait par Internet, le paiement se fait par PayPal. PayPal est vraiment, comme je l'ai dit dans les épisodes de Demande à Cédric quotidien avant, c'est vraiment un site qui est sécurisé, un système qui est approuvé par des millions d'utilisateurs, des millions de transactions, des milliards de transactions par an. Donc c'est vraiment un système qui est éprouvé, d'autant que PayPal est toujours du côté du client, donc s'il y a le moindre problème, il y a les remboursements qui sont disponibles, etc. Donc voilà, moi je suis du côté vendeur, je peux vous dire que quand un client fait une demande, il y a PayPal qui me contacte en me disant attention, donc vraiment, PayPal, c'est un très bon système de paiement en ligne. Les banques ne le recommandent pas forcément parce que, évidemment, ça leur fait beaucoup de concurrence, surtout sur les paiements en ligne. Moi, ma banque m'avait proposé de passer au paiement en ligne. Ils ne proposent absolument pas les passerelles que propose PayPal pour que les choses soient automatisées. Donc, j'ai gardé PayPal et je ne peux malheureusement pas faire d'exception par rapport à ça. J'espère que vous le comprendrez. Voilà, Marie-France, j'espère avoir répondu à votre question.
Et voilà, peut-être que j'aurai l'occasion de faire des vidéos sur le paiement sur Internet plus tard, mais sachez que payer sur Internet, si vous le faites de façon correcte, sur des sites totalement sécurisés comme PayPal, comme la Fnac, comme ce genre de choses, vous risquez moins que de donner votre numéro de carte bleue par téléphone à un opérateur qui prendrait votre commande au téléachat ou je ne sais où. Voilà, cet opérateur, il peut très bien, avec vos numéros, avec le code qu'il y a derrière, faire ses achats sur Internet et vous vous êtes fait pirater. Sachez que dans tous les cas, vous êtes assuré par votre banque. Donc, votre banque assure les transactions que vous pouvez faire sur Internet. Renseignez-vous auprès d'elle, éventuellement vous pourrez avoir des informations supplémentaires. Voilà, j'espère que c'est bon. Alors, je paye toujours par PayPal, sans problème, vraiment sécurisé. Merci Daniel pour votre retour. Les seules personnes qui pourraient avoir des soucis avec PayPal, ce sont les personnes qui ont sur leur ordinateur des logiciels malveillants ou ce que l'on appelle des keyloggers, des programmes qui regardent ce que vous tapez et qui enregistrent vos mots de passe. Mais ça, ce sera le problème pour tous, pour toutes et tous. Je comprends cependant que certains d'entre vous soient réticents à payer sur Internet et je ne vous en veux pas du tout. Néanmoins, c'est le système que j'ai choisi. Aujourd'hui, on est en 2016, un jour ou l'autre, il faudra passer au paiement sur Internet parce que voilà, c'est pratique, on peut acheter plein de choses. Voilà. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, mais en tout cas, sachez que PayPal est vraiment, vraiment quelque chose de sécurisé. Vous pouvez même les contacter une fois que vous avez un compte PayPal, vous pouvez les contacter par téléphone si vous avez un litige, si vous avez un problème. Ils sont tout le temps disponibles. Moi, en tant que vendeur, je les ai contactés plusieurs fois pour des litiges parce qu'un client estimait que voilà, il n'avait pas été remboursé alors qu'il ne m'avait demandé aucun remboursement. Voilà. Donc sachez que PayPal est vraiment sécurisé. Merci Daniel pour votre retour. Comme je vous disais, il y a des milliards de transactions qui se font avec PayPal tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sécurisé. Maintenant, quand vous achetez sur PayPal, faites très attention à qui vous achetez aussi. N'achetez pas n'importe où parce que il faudrait que PayPal puisse vous faire rembourser. En théorie, ils sont assurés, ils pourront vous rembourser, mais voilà. Achetez sur des sites de confiance par l'intermédiaire de PayPal, que ce soit mon site, que ce soit des sites qui ont l'air d'être fiables. Moi, ça fait 5 ans que je suis là, ça fait 5 ans que je passe par PayPal. Vous pouvez me joindre par mail. Une fois que vous êtes membre, vous avez une section pour me joindre. Je ne réponds pas aux questions évidemment informatiques, mais je réponds aux questions techniques. Voilà, si vous avez des doutes par rapport à PayPal, si vous avez des doutes par rapport à autre chose, là je vous réponds. Mais voilà, sachez que ça fait 5 ans que je suis là, peut-être même plus, que je suis dépanneur informatique depuis 2009, donc ça commence à faire. Je suis là et je serai encore là longtemps, je l'espère en tout cas, pour vous aider sur la saison 3, sur la saison 4, sur la saison 5. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, j'ai hâte de mettre tout ça en place. Mais en attendant, voilà. Allez, j'ai fait un petit peu de rab. Merci à toutes et tous une fois de plus d'être restés jusqu'à maintenant. Et je vous dis à demain évidemment. Merci, au revoir.